Merci beaucoup pour l'invitation ici aussi de participer à ce débat et de participer ainsi modestement à cette initiative du SICUR que je trouve particulièrement bienheureuse, extrêmement intéressante et que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir parce que je pense en effet les questions posées sont extrêmement intéressantes et importantes. En ce qui me concerne, je vais ici intervenir moins sur la question de l'universel, même si c'est une question qui m'intéresse énormément. Je interviens ici en tant que didacticien du français, mais également didacticien du français avec un arrière-fond psychologique et mettant ainsi une dimension au cœur qui me semble moins présente dans les réflexions jusqu'à présent, c'est-à-dire la question du développement de l'enfant du point de vue ou de l'enfant, de l'élève, qui est une question, à mon avis, extrêmement importante. J'interviens aussi en tant qu'historien de l'éducation, l'historien des disciplines scolaires, et me concentre plus particulièrement sur les questions 3 et 4 qui viennent d'être brièvement rappelées par Denis Paget. Je vais regarder ces questions en ayant en tête aussi la boussole du SICUR qui donne le rôle d'une boussole des orientations générales, et c'est donc ainsi que je vais intervenir ici brièvement dans les quelques minutes qui me sont données, en remerciant encore une fois tout le monde de cette invitation. Je partirai d'une première phrase dans la question 4. Et je la cite, « L'enseignement au travers des disciplines ne vise pas à faire acquérir une expertise dans cette discipline, mais à armer conceptuellement, linguistiquement les élèves pour les rendre capables d'agir dans et sur leur environnement social, civil, familial, professionnel. » Je trouve cette phrase assez intéressante dans sa formulation, intéressante et en même temps peut-être sur certains points problématiques, ouvrant des perspectives et que je vais précisément ici dans un premier temps aborder parce que ça me permet de clarifier un peu qu'est-ce que c'est qu'une discipline scolaire, quelle est sa fonction dans le système scolaire, et de transformer peut-être ainsi un tout petit peu ce que je sens sous-jacent dans l'approche telle qu'elle apparaît, du moins dans les 4 questions qui nous sont soumises. Donc, il y a un rapport entre, si je regarde cette phrase, je fais un peu de la philologie, entre armée, un terme d'ailleurs qu'on pourrait contester, hein, on pourrait peut-être dire outillé, instrumenté, et donc, il y a un rapport entre armée pour les rendre capables d'agir dans et sur. Il me semble que nous touchons ici, avec cette formulation, une question profonde de la finalité de l'école. L'école arme, outil pour agir. Donc, on a ici entre deux termes qui ne sont pas nécessairement dans un rapport d'immédiateté, mais de médiateté. D'ailleurs, dans les environnements, il y a environnement social, civil, familial, professionnel. J'aurais bien aimé ajouter aussi personnel, parce qu'il y a ici une dimension personnelle, interpersonnelle, qui est autre encore que ces environnements qui sont mentionnés dans cette phrase. On est donc dans un rapport indirect, me semble-t-il. L'école est d'un côté et il y a d'autre part des environnements pour lesquels elle arme. Donc, elle donne, si j'ose, un armement pour l'action. On a ici donc, si je prends cette phrase qui me paraît assez importante, essentielle,
parce qu'elle arrive à la fin du questionnement et résume un tout petit peu ce qui est dit auparavant autrement. Si je prends cette phrase, elle ouvre de nombreuses questions, mais évidemment, avant tout, qu'est-ce qu'armer? Et pourquoi limiter cet armement? Vous voyez le langage guerrier que j'utilise, je suis désolé. Pourquoi limiter cet armement à conceptuellement, linguistiquement? Ailleurs, il est dit dans la question 3, former des élèves à des systèmes de valeurs. Je reviendrai aussi un tout petit peu à cette question-là, qui ne relève pas d'une simple acquisition de compétences. On est ici, évidemment, dans un tout autre monde qui ne relève pas d'une simple acquisition de compétences, qui touche aussi aux vertus personnelles et civiques. Alors, on voit bien que ce qui est ici au cœur, c'est bien la notion de discipline, discipline qui est à plusieurs reprises, je dirais, je vais revenir aussi encore autrement là-dessus, relativisée. L'enseignement à travers des disciplines ne vise pas, mais à. Donc, c'est comme si la discipline ici était limitative en quelque sorte. Donc, une discipline scolaire, et j'insiste chaque fois là-dessus, on parle ici de discipline scolaire, c'est celle qu'on discute, a précisément pour but d'organiser des savoirs en vue de les rendre accessibles, enseignables, apprenables. Je prends ici des formulations qui sont celles d'André Chervel dans son superbe texte sur l'histoire des disciplines scolaires. Et donc, quand on dit que les disciplines, dans le texte, l'enseignement à travers des disciplines ne vise pas à faire acquérir une expertise, il me semble que c'est donc quand on fait cette opposition entre expertise et armature, il me semble qu'il y a ici quelque chose qui est un peu de problématique. Je proposerais ici donc, en me référant notamment à André Chervel, de dire que les disciplines servent, alors nous utilisons beaucoup ce terme dans nos travaux, et c'est pour ça que je l'introduis ici, me base encore une fois sur Chervel, à discipliner, c'est-à-dire à donner accès à des contenus, des techniques et méthodes. Vous voyez que je donne ici 3 termes, contenu, technique, méthode, propres à une discipline scolaire. Autrement dit, et ça serait aussi un terme à discuter, je vais le faire un peu tout à l'heure, c'est celui de savoir ici, je mets bien exprès technique, méthode, contenu, donc donner accès à cette organisation particulière en vue de l'acquisition par une discipline, donner accès à ces contenus techniques, méthodes qui sont propres à une discipline. Et ceci a pour effet, il est intéressant de noter ici qu'il y a dans ce questionnement, mais de manière plus générale, peu de réflexion sur ce problème. Ceci a pour effet de transformer, c'est comme ça que j'aime à formuler les choses, ceci a pour effet de transformer les modes de penser, parler et faire des élèves. Vous voyez ici que je prends comme entrée dans la réflexion sur les disciplines scolaires et de leurs fonctions, celui de permettre de transformer des modes de parler, penser, parler et faire des élèves. Bien entendu, pour être précis ici, je devrais dire de donner la possibilité aux élèves de transformer leur mode de pensée par les élèves. Donc, il y a ici aussi une relation extrêmement complexe qui apparaît. Mais restons ici. Je me réfère, quand je dis mode de pensée parler et faire, à Comenius, donc notre père, comme on dit parfois, didacticien, qui définit ainsi de manière relativement large ce qu'il appelle le scire, le savoir. C'est-à-dire, il dit scire, savoir, et c'est important ici, évidemment, dans le débat, parce qu'on parle beaucoup de ce savoir. Pour lui, scire, c'est donner forme, alors, ici je le cite, par la langue, par l'esprit et par la main.
Donc, vous voyez bien ici, langue, parler, esprit, penser, la main, faire, agir. Ici, il inclut en fait, quand il dit la main, il inclut ici tout ce qui est le corps, en quelque sorte, hein, avec tout ce qui permet de transformer, et puis tout ce que le corps permet d'une certaine manière. Donc, transformer signifie ici, par le fait de donner des outils, des techniques, mais également des discours sûrs, donc par le fait de donner des outils, des techniques et des discours, rendre accessible, volontaire et conscient son propre agir, son propre comportement psychique. Et là, les formulations que j'utilise ici, quand je dis par le fait de donner des outils techniques et discours, rendre accessible, volontaire et conscient son propre agir, son propre comportement psychique, j'utilise ici des formulations qui sont celles de Vygotsky, pour qui précisément les disciplines, et il est tout à fait explicite là-dessus, par les instruments qu'il met à disposition de l'élève, permet une transformation de son rapport à lui-même, pour son rapport à lui-même, à ses capacités psychiques déjà existantes, pour les rendre conscientes et volontaires. Donc, transformer signifie pour moi ceci, rendre accessible un rapport volontaire et conscient à son propre agir, son propre comportement, parler, par exemple, au sens large, savoir communiquer par le langage, penser, et ici, évidemment, les concepts systématiques. Parfois, on dit les concepts scientifiques, mais c'est une traduction qui est un peu limitative de Vygotsky. Donc, les concepts systématiquement élaborés jouent un rôle essentiel pour se repérer dans le réel, dans l'espace, dans le temps, dans les rapports entre personnes. Et puis également, cette autre dimension, qui est celle de la main chez Comenius, faire que ce soit la dimension manuelle, mais également expressive, artistique, etc. Donc, transformer, c'est rendre accessible des outils, etc., qui permettent de transformer le rapport à soi-même, et notamment à ces différentes dimensions du corps. Donc, on voit qu'on est ici très clairement dans une visée, on pourrait dire humaniste, de l'enseignement, et la variété même des disciplines scolaires comme des constructions socialement élaborées par l'école, mais surtout par les enseignants dans le rapport aux élèves, ces disciplines scolaires sont potentiellement les outils à disposition de l'école pour rendre ceci possible. Nous savons tous, bien sûr, que cet accès est inégal, nous savons tous que ces disciplines sont contradictoires parce qu'à la fois elles rendent accessible et empêchent, pour certains, l'accès, mais comme on pourrait dire définition idéale typique, c'est ça le sens des disciplines scolaires. On pourrait dire ça encore autrement aussi, les disciplines scolaires sont des cadres d'action définis par l'école dans lesquels opèrent les enseignants et les élèves. Ce terme de cadre d'action a été proposé il y a assez longtemps maintenant déjà par un pédagogue suisse-allemand, Künzli, a été repris notamment par Hopman, par toute une série de théoriciens des sciences et des disciplines scolaires. Donc, cadre d'action à l'intérieur desquels opèrent, agissent les enseignants et les élèves pour discipliner les enseignants ou se discipliner pour se transformer. Ces cadres d'action sont des produits historiques de longue durée. Comme nous avons montré avec Rita Hofstetter, les disciplines scolaires sont telles qu'elles existent aujourd'hui encore, sont une des caractéristiques essentielles de ce que nous appelons la forme scolaire moderne, telle qu'elle se constitue au courant du XIXe siècle. Donc, un cadre fortement évolutif en fonction des conditions sociales, et notamment en fonction, et c'est une des questions qui est posée par le SICUR, me semble-t-il, notamment en fonction de l'évolution des caractéristiques des élèves eux-mêmes, qui sont probablement les moteurs les plus importants, Chervel insiste là-dessus aussi, les moteurs les plus importants des transformations curriculaires, les élèves dans leur interaction avec les enseignants, comme dit Chervel encore une fois, dans leur
corps à corps quotidien. Formule d'ailleurs qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le chapitre final de l'ouvrage Psychologie de l'éducation de Vygotsky. Donc ce moteur qui est celui qui fait transformer sans cesse ce cadre d'action, discipline scolaire à l'intérieur desquels agissent élèves et enseignants nécessairement, ces transformations ne font évidemment jamais table rase du passé. Et dans nos analyses empiriques des interactions en classe, par exemple dans l'enseignement de la grammaire ou dans l'enseignement de la production de textes, ou encore dans l'enseignement, dans l'étude de textes réputés littéraires, nous avons repéré systématiquement la coexistence en synchronie de pratiques appartenant à des moments historiques différents. Donc la discipline scolaire est en même temps aussi un lieu de mémoire, si j'ose ce terme-là, un peu chargé, un lieu de mémoire des pratiques pédagogiques à travers le temps et puis où apparaissent des manières de faire qui, pour certaines, appartiennent au début du 19e et puis pour d'autres aux années 1920-30 avec l'éducation nouvelle et pour d'autres encore avec les nouveaux moyens technologiques à la fin du XXe siècle, voire début du XXe siècle. Donc on voit coexister ceci de manière extrêmement fascinante. Et ce phénomène qui me paraît extrêmement important dans la réflexion sur le curriculum, c'est le phénomène que nous avons appelé la sédimentation des pratiques sociales. Et puis il me semble que si on réfléchit sur le curriculum dans un sens large, non pas le curriculum dans le sens quels sont les contenus enseignés, mais le curriculum comme la condensation, l'incorporation de la réflexion, je dirais presque séculaire, sur ce qui est enseigné, ce qui n'est pas enseigné, les formes de leur enseignement. Si on veut avoir une réflexion sur le curriculum, il me semble que la sédimentation est un concept extrêmement important parce que dans chaque curriculum aussi, on trouve ce processus de sédimentation. J'ai juste, toujours pour la question 4, quant à moi, des doutes forts sur la phrase dans la question 4 qui dit « Ne pas se contenter de cours et de discours sûrs, mais favoriser la prise d'initiative individuelle et collective, l'action concrète en coopération avec d'autres est essentielle. » Est-ce que l'intervention dans le réel social et politique de l'école est un des rôles de l'école, ou est-ce, et puis il me semble qu'il y a ici une certaine tension à l'intérieur du texte qui nous est proposé, ou est-ce, pour reprendre le terme que j'ai commenté plus haut, d'armer, d'outiller ou de discipliner, pour devenir capable d'agir dans et sur les environnements divers. Je laisse cette question ouverte, je vais encore y revenir tout à l'heure là-dessus. Venons-en maintenant plus systématiquement sur la question 3. L'entrée en matière est formulée de la manière suivante. Partir exclusivement des disciplines pour construire le curriculum, c'est se condamner à une vision fractionnée et immuable de la formation qui laisse de côté l'analyse des besoins des élèves pour aborder les problèmes auxquels ils sont et seront confrontés. Vous comprendrez qu'ici, de nouveau, la vision de la discipline est une vision qui, à mon avis, d'une certaine manière, est la discipline plutôt académique. En fonction de ce que j'ai dit, moi, sur la discipline scolaire, comme je l'ai développé tout à l'heure, vous comprendrez que le présupposé de cette phrase me paraît pouvoir être interrogé. Il me semble plutôt que les disciplines scolaires se sont développées précisément aussi pour répondre aux besoins, du moins se supposer, auxquels les élèves sont confrontés. Les textes lus, par exemple, si je peux prendre un livre de lecture du début du XXe siècle,
Ces textes-lus sont soigneusement choisis en fonction de tels besoins. L'enseignement de la grammaire, pour prendre un autre exemple, vise à donner accès à des outils pour l'écriture. Et l'enseignement de ces contenus et techniques sont ordonnés aussi en fonction des capacités supposées des élèves et de leur développement. Donc, les disciplines scolaires sont précisément définies en fonction des besoins des élèves, besoins changeants et se transformant donc au courant des temps. Donc, cette opposition, me pose problème, et je verrai ici une autre manière encore, où vous aurez compris que c'est pour moi un peu le cœur de mon intervention, par une définition et une conceptualisation de ce qu'est une discipline scolaire qui est un peu différente et qui prend beaucoup plus en compte la dimension développement de l'élève comme la fonction première d'une discipline à travers le processus de disciplination, c'est-à-dire l'appropriation par l'élève d'outils, de manières, de contenus qui lui permettent de se transformer, c'est-à-dire de transformer son rapport à lui-même. Il est vrai par contre, du moins pour des enseignants spécialisés dans une discipline, que c'est ici aussi marqué, et là je suis extrêmement d'accord avec ça, que la conscience curriculaire est souvent insuffisamment développée chez les enseignants, ce qui est formulé comme desiderata sous forme de questions dans les questions qui nous sont posées, dans la question 3 ici, comme exigence pour la formation des enseignants. Je peux ici, juste en tant qu'ancien directeur de la formation des enseignants à Genève, dire que c'était l'une de nos préoccupations précisément, de former les enseignants, les futurs enseignants, à la fois évidemment dans leur didactique disciplinaire, mais de prévoir le plus possible des enseignements, des séminaires, des groupes de travail où, de manière systématique, nous avons mis en contact et en travail des enseignants provenant de disciplines diverses pour qu'ainsi puissent, à minima, mais je pense que c'est extrêmement important, développer une conscience curriculaire à travers la confrontation du point de vue qui est le sien, c'est-à-dire celui d'une discipline, avec les perspectives qui sont très souvent extrêmement fortement différentes d'enseignants qui ont été formés dans d'autres disciplines et qui sont en train de se former à la didactique d'autres disciplines. Cette réciprocité des points de vue étant une des manières précisément pour développer cette conscience curriculaire que, dans le texte qui nous est proposé, est appelé par les auteurs de leur vœu. Je pense qu'ici, il y a effectivement un travail très important de formation des enseignants à faire, notamment, encore une fois, des enseignants qui sont mono ou bidisciplinaires, comme on dit chez nous ici en Suisse, et qui, pour pouvoir agir à l'intérieur du système de manière consciente, c'est-à-dire consciente curriculairement, doivent pouvoir être mis en rapport avec des perspectives autres, dans un rapport, encore une fois, de réciprocité. Je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps. Ouais, quoique non, 35 c'était, mais bon, on avait un peu de rapport. Deux dernières remarques sur des points de la question 3 sur lesquels je n'ai pas un recul systématique, pas de recherche, de conceptualisation propre, ni d'expérience pratique concrète, mais j'aimerais donc ici formuler juste une opinion. Méthodologiquement, je ne crois guère possible, comme il est suggéré dans la question, de, je cite, d'abord inventorier les grandes questions posées à l'humanité pour envisager ensuite comment les disciplines en coopération spécifiquement pourraient contribuer à leur compréhension. Les éducations A sont en effet l'une des manifestations de ces questions posées à l'humanité, me semble-t-il. Mais je ferai deux remarques. Il me paraît illusoire qu'un tel inventaire soit possible de manière consensuelle, mais surtout,
Soumettre l'école de manière quasi immédiate aux besoins de la société me paraît être une démarche potentiellement utilitariste. L'autonomie de l'école en tant que lieu d'apprentissage et de développement relativement protégé, définie en fonction des possibilités à développer chez l'élève aussi largement que possible, de se développer donc de l'élève aussi largement possible est primordial. Et la variété même des disciplines est un garant de cette possibilité d'épanouissement large qu'appelaient de leur vœu au même moment historique aussi bien Condorcet du côté français que Humboldt du côté allemand. La prise en charge de problématiques sociales par les disciplines, y compris par des démarches dites interdisciplinaires, est un processus absolument nécessaire, qui d'ailleurs se fait progressivement. Mais ces problématiques, ces questions sociales vives, comme on dit parfois aussi, ne peuvent pas constituer la mesure de l'élaboration des curricula au risque d'un utilitarisme qui contredit une vision humaniste de l'école, ou pour le dire autrement, il s'agit en effet, je reprends la formule, d'armer, d'outiller largement les élèves en fonction aussi de leurs besoins de développement psychologique pour être prêts à agir dans et sur les environnements. L'école ne doit pas devenir, comme le dit le titre d'un livre que vous connaissez sans doute tous, l'école ne doit pas devenir la bonne à tout faire. Une dernière interrogation. Que signifie, je reprends encore une fois une formulation du questionnaire, former les élèves à des systèmes de valeurs qui régissent les attitudes sociales et les comportements moraux? Nous touchons ici à nouveau la question de savoir dans quelle mesure l'école a pour tâche d'intervenir et de prendre position dans des débats de valeurs contradictoires. Car question largement ouverte, question que je laisse dans cet état d'ouverture avec néanmoins certaines interrogations, certains doutes sur cette question absolument essentielle. Je vous remercie pour votre attention et je termine ici mon intervention. Merci beaucoup.